pour contrebalancer mon retard d'un jour pour la vidéo d'hier, j'ai décidé que j'allais faire la vidéo de demain aujourd'hui. Comme ça, j'ai une vidéo un jour en retard et une vidéo un jour en avance. Ça contrebalance. Et ça va être aussi la dernière vidéo avant les 1 an de ma chaîne. Let's go. Le 12, ça va faire 1 an que ma chaîne existe. Bref. Donc, on s'était quitté sur Ouvre sa fesse sur le tabouret du couloir, frémissant d'humiliation. Il avait presque oublié ce sentiment, la dégradation, l'impuissance, la conscience qu'on ne peut pas lutter contre les chemises blanches. Voilà qu'ils sont de retour. Ils ne s'étaient pas montrés depuis qu'Ove et Sonia étaient rentrés d'Espagne. Depuis l'accident. Donc là, chapitre 21 à 25, donc la page 213 à 253. Même si c'est deux chiffres finis par 3, c'est bien 41 pages. Puisque 43, puisque 13 compte là-dedans. Donc c'est bien 41 pages. Donc la durée va être similaire, à peu près 1 heure et 2, 3, dans ce coin-là. Chapitre 21. La vie selon Ove lorsqu'il se rendait dans un pays où on jouait de la musique étrangère dans les restaurants. Comme ça, se constitue c'est titre Backman. Hein? Naturellement, le corps était l'idée de Sonia. Ove n'en voyait pas du tout l'intérêt. S'il devait absolument partir en voyage, il pouvait prendre la Saab, mais Sonia insista en expliquant que les corps étaient romantiques. Et Ove comprit qu'il était d'une importance vitale. Il céda, en dépit du fait que les Espagnols semblaient se croire spéciaux parce qu'ils hésitaient, jouaient de la musique étrangère dans les restaurants et dormaient au milieu de la journée. Et en dépit, aussi, des gens qui buvaient de la bière dès le matin, dans l'autocar qui les emmenait à destination, à croire qu'ils travaillaient dans un cirque. Ove s'efforçait de ne pas apprécier le séjour, mais Sonia était si euphorique qu'il ne put éviter d'être saisie de la même félicité. Elle riait si fort que les vibrations se propageaient à son propre corps quand il la prenait dans ses bras. Même Ove ne pouvait pas détester cela. Il séjournait dans un petit hôtel avec une petite piscine et un petit restaurant, tenu par un petit homme qui répondait au nom de José. Ça s'écrivait José, mais les Espagnols étaient apparemment assez souples en matière de prononciation. José ne parlait pas un mot de suédois, ce qui l'empêchait pas de parler quand même. Sonia feuilletait un livre et essayait de dire coucher du soleil ou jambon en espagnol. Ove pensait que ça resterait du cul de cochon, même si en utilisant un mot étranger, mais ne dit rien. En revanche, j'ai tenté d'expliquer à Sonia qu'elle ne devait pas donner d'argent aux mendiants dans la rue, parce qu'ils allaient à coup sûr s'acheter du torboyau avec. Elle n'en fit néanmoins qu'à sa tête. Ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, dit-elle. Quand Hope protesta, elle se contenta de sourire, prit ses larges mains dans les siennes et les embrassa. Ove, quand une personne fait un don à une autre, ce n'est pas celle qui reçoit qui est bénie, c'est celle qui donne. Le troisième jour, elle fit une sieste au milieu de la journée parce que c'était l'usage en Espagne et qu'il fallait adopter les coutumes locales. Ove soupçonna que les coutumes locales étaient une excuse bien pratique. Depuis qu'elle était enceinte, elle dormait 16 heures sur 24. Il avait l'impression d'être en vacances avec un chiot. Pendant ce temps, Ove alla se promener. Il longeait la route départementale reliant l'hôtel au village. Toutes les maisons étaient en pierre, observa-t-il, et aussi loin que le regard portait, aucune des fenêtres n'avait de vraie moulure. Plusieurs des bâtisses n'avaient même pas de seuil. Ove trouva l'architecture un peu primitive. Il n'était même pas foutu de construire des habitations correctes. En retournant vers l'hôtel, il aperçut au bord du chemin José, penché sur une petite voiture brune qui dégageait de la fumée. Dans l'habitacle, 2 enfants et une femme très âgée coiffée d'un foulard qui n'avait pas l'air en forme. Quand il aperçut Ove, José se mit à agiter frénétiquement les bras dans sa direction, le regard paniqué. Seigneur appela-t-il alors, comme à chaque fois qu'il s'adressait à Ove depuis leur arrivée à l'hôtel. Ove soupçonnait que cela voulait dire Ove en espagnol. Il n'avait pas vérifié dans le livre de Sonia. José faisait de grands signes vers le véhicule, puis gesticulait à l'intention de son interlocuteur. Ove enfonça les mains dans ses poches et s'arrêta à distance respectable de la voiture. Hospital! Cria José non. Hospital! Cria José en désignant la vieille femme sur la banquette. Elle n'avait décidément pas l'air en bonne santé. José montra sa passagère, puis le moteur fumant, et répéta d'une voix désespérée: Hospital! Hospital!
Ov examina la scène et en conclut que Hospital devait être la marque de voiture à laquelle appartenait cet exemplaire fumant. Il jeta un coup d'œil au moteur, ça ne semblait pas bien compliqué. Hospital! Répéta Rossa en hochant plusieurs fois la tête assez affolé. Ov ne savait pas vraiment ce qu'il était censé répondre. Cette marque était apparemment très populaire en Espagne et il ne put qu'éprouver de la sympathie. Sahab, dit-il en se frappant la poitrine de l'index, d'une mimique éloquente. José le dévisagea quelques secondes, interrogateur, puis se désigna lui-même. José, je ne vous ai pas demandé votre nom, bon sang, j'ai dit que. On s'interrompit en croisant de l'autre côté du capot le regard vide de l'hôtelier. José comprenait finalement encore moins le suédois qu'Ove l'espagnol. Ce dernier soupira et regarda perplexe les enfants sur la banquette arrière. Il tenait les mains de la vieille dame, terrifiée. Ove observa de nouveau le moteur. Puis il retroussa ses manches et fit signe à José de s'écarter. Malgré des recherches assidues dans son livre, Sonia ne comprit jamais pourquoi ils mangèrent gratuitement au restaurant de José le reste de la semaine. Mais elle éclatait d'un rire pétillant à chaque fois que le petit Espagnol s'illuminait à la vue d'Ove, écartait grand les bras et s'écriait « Seigneur Sahab !» Les siestes de Sonia et les promenades d'Ove devinrent un rituel quotidien. Le deuxième jour, Ove croisa un homme en train d'ériger une clôture et s'arrêta pour lui expliquer qu'il s'y prenait mal. L'Autochtone ne comprit pas un traître mot et Ove décida d'une démonstration serait bien plus rapide. Le troisième jour, il aida le curé à maçonner le nouveau mur d'un bâtiment paroissial. Le quatrième jour, il suivit José jusqu'à un champ en lisière du village et aida un ami de l'hôtelier à secourir un cheval embourbé dans un fossé boueux. De nombreuses années plus tard, Sonia eut l'idée de lui poser la question au sujet de la gratuité de leur repas. Quand Ove lui raconta enfin, elle secoua longuement la tête. Si je comprends bien, pendant que je dormais, tu sortais en douce et tu aidais ton prochain à construire des clôtures? Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent, Ove, mais tu es le super-héros le plus bizarre dont j'ai jamais entendu parler. Dans le corps qui les ramenait chez eux, elle posa la main d'Ove sur son ventre, et il sentit pour la première fois l'enfant bouger. Un coup faible, très faible. Il lui semblait qu'on lui tapotait la paume à travers d'un gant de cuisine très épais. Ils passèrent plusieurs heures à guetter les petits chocs mat. Ove ne dit rien, mais Sonia le vit passer le dos de la main sur ses yeux quand il se leva finalement en marmonnant qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Ce fut la plus belle semaine de la vie d'Ove. La suivante allait être la pire de toutes. C'est assez éloquent. Chapitre 12. Retour au présent. Ove et un intrus dans un garage. Ove et le chat attendent en silence dans la Sahab, garée sur la zone de livraison de l'hôpital. Arrête de me dévisager comme si c'était ma faute, dit Ove à son passager. L'animal lui renvoie un regard déçu plutôt que fâché. Ove partagerait presque ses sentiments. Il lance des coups d'œil sombres par la vitre. Il n'était pas censé revenir ici. Il déteste les hôpitaux, et voilà qu'il échoue devant celui-ci pour la troisième fois en moins d'une maudite semaine. Ce n'est pas bien du tout, mais on ne lui a laissé aucun choix. Pour dire les choses franchement, Ove a plutôt le sentiment qu'il est victime d'un chantage. La journée avait déraillé dès le début. Tout a commencé lors de la tournée d'inspection, quand Ove et le chat ont constaté qu'on avait embouti le panneau interdisant la circulation en voiture dans le lotissement. On va gratter du bout de l'ongle un reste de peinture blanche et pousser une telle bordée de jurons que même l'animal a paru décontenancé. On va ensuite découvert des mégots par terre devant la maison d'Anita et Rune. Ils étaient si enragés qu'il a fait une ronde supplémentaire pour se calmer. À son retour, le félin assis dans la neige lui a lancé un regard accusateur. Je ne suis pas responsable de tout ça, a grommelé Ove à son intention en se dirigeant vers la remise. Il en est ressorti avec la pelle à neige et est allé se poster dans la rue entre les maisons, son manteau bleu se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. Il a jeté un coup d'œil vers le pavillon d'Anita et Rune, les mâchoires serrées, à s'en faire grincer les dents. « Ce n'est pas ma faute si cet imbécile a vieilli, a-t-il déclaré d'un ton plus résolu. Le chat n'a pas semblé trouver cette explication suffisante et Ove a brandi sa pelle à neige vers lui. Tu crois que je n'ai jamais eu affaire aux services sociaux, c'est ça? Tu crois que ce sera terminé une fois qu'ils auront pris une décision concernant Rune? Ça ne finit jamais. Ça ira d'appel en enquête et ils vont tout négocier et passer à leur moulinette bureaucratique de merde. Tu comprends? On se dit que ça va vite, mais ça dure des mois, des années.
Tu crois que je vais patienter aussi longtemps juste parce que cet imbécile est devenu impotent? L'animal n'a pas répondu. Tu n'y comprends rien du tout. Tu m'entends? Cracha Ove en se détournant. Il sentait le regard du chat dans son dos tandis qu'il déblayait la neige. Voilà, pour dire la vérité, ce n'est pas exactement pour cette raison qu'Ove et le chat sont à présent dans la sable devant l'hôpital. Mais c'est un rapport direct avec le fait qu'Ove dégageait le chemin quand la journaliste en coupe-vent trop grand a surgi devant sa maison. Ove a-t-elle demandé dans son dos, craignant peut-être qu'il n'ait changé d'identité depuis la dernière fois qu'il est venu l'importuner. Ove a continué de s'activer en faisant mine de ne pas l'avoir entendu. Je voulais seulement vous poser quelques questions, a-t-elle avancé. Eh bien, allez les poser ailleurs, parce qu'elles n'ont rien à faire ici, a rétorqué Ove en projetant de la neige autour de lui, si vigoureusement qu'un spectateur pouvait légitimement se demander s'il était en train de déblayer ou de creuser. Mais je veux seul. Elle s'est arrêtée net en voyant Ove et le chat rentrer dans la maison et lui claquer la porte au nez. Ove et son hôte se sont accroupis dans le couloir en attendant son départ. Mais au lieu de s'éloigner, elle s'est mise à cogner sur le battant en criant « Voyons, vous êtes un héros! » Elle est complètement psychotique, cette bonne femme, a dit Ove au félin. Ce dernier ne l'a pas contredit. Quand la journaliste, toujours tambourinant, a commencé à trompeter encore plus fort, Ove n'a su que faire. Il a entrouvert la porte en posant l'index sur ses lèvres pour la faire taire, comme s'il lui rappelait qu'il se trouvait dans une bibliothèque. La journaliste sourit et levait un objet qu'Ove a identifié instinctivement comme une sorte d'appareil photo. Mais cette maudite société, on ne pouvait plus... Mais dans cette maudite société, on ne savait plus avec certitude quel objet photographiait ou non. Puis elle a essayé d'entrer dans le vestibule. Mal lui en a pris. D'une main, Ove l'a repoussée, la faisant presque basculer la tête la première dans la neige. « Je n'en veux pas, merci, a-t-il dit. Elle a repris son équilibre et brandit de nouveau son appareil en criant quelque chose, mais Ove n'écoutait pas. Il a regardé l'engin comme si elle agitait une arme, et décidé alors de fuir. On ne pouvait pas discuter avec cette personne. Ove et le chat ont verrouillé la porte derrière eux et sont partis aussi vite qu'ils le pouvaient vers le parking. La journaliste les a suivis en trottinant. Oui, voilà. Pour être honnête, ce n'est évidemment pas non plus pour ça qu'Ove est retourné à l'hôpital, mais environ un quart d'heure plus tard, quand Parvanet est venu toquer à la porte d'Ove avec sa jeune fille, elle n'a pas obtenu de réponse, mais a entendu des éclats de voix en provenance des garages. Cet élément a un rapport plus direct avec le fait qu'Ove soit à cet instant précis devant l'hôpital. Si vous avez vu un des deux films, vous avez l'image en tête. Moi, je l'ai. Après avoir tourné au coin du parking, Parvanet et sa fille ont découvert un Ove renfrogné, planté devant son box fermé, les mains dans les poches. Le chat était assis à ses pieds, une expression coupable sur le museau. « Qu'est-ce que vous faites? » a demandé Parvanet. « Rien, » a répondu Ove. Le félin, lui, ont baissé les yeux. Des coups se sont fait entendre à l'intérieur du garage. « Qu'est-ce que c'est que ça? » a demandé Parvanet, interdite en regardant la porte fermée. Ove a soudain manifesté un grand intérêt pour les quelques centimètres carrés de bitume sous ses chaussures. Le chat semblait presque vouloir s'éclipser en sifflotant. De nouveaux coups ont retenti. « Y a quelqu'un? » a demandé Parvanet à voix haute. « Oh oui! » a répondu la porte. Parvanet a écarquillé les yeux. « Mon Dieu! Vous avez enfermé quelqu'un dans le garage, Ove? » s'est-elle écriée en saisissant son voisin par le bras. Ove n'a pas répondu. Parvanet l'a secoué comme un prunier. « Ove! Oui, mais ce n'est vraiment pas ma faute, a-t-il marmonné en se dégageant. Parvanet a secoué la tête. Pas votre faute? Non, pas ma faute, a dit Ove pour mettre fin à la discussion. Quand il s'est aperçu que Parvanet attendait des explications, il s'est gratté la tête en soupirant. Oui, c'est un genre de journaliste. Elle ne voulait vraiment pas l'enfermer. Je voulais vraiment pas l'enfermer, bon sang. Je voulais me barricader avec le chat, mais elle nous a suivis à l'intérieur. Voilà. Alors voilà. Maintenant, c'est elle qui est enfermée à notre place. Parvanet a commencé à se masser les tempes. Je n'en peux plus. Vilain, a dit la petite fille en agitant l'index vers Ove. Où? A appelé le garage. Il n'y a personne, a répondu Ove d'une voix sifflante. Je vous entends discuter, a dit la voix. Ove a poussé un profond soupir en lançant un regard résigné à Parvanet, comme pour lui dire « Non, mais vous vous rendez compte? La porte de garage me parle. »
Parvanel lui a fait signe de s'écarter, poser l'oreille contre la porte et toquer une fois. La porte a toqué en retour, apparemment disposée à repousser la conversation en morse. Parvanel s'est éclairci la gorge. « Pourquoi est-ce que vous voulez parler à Ove » a-t-elle demandé. « Parce que c'est un héros. »« Un quoi ?»« Ah, pardon, voilà. Je m'appelle Léna, je travaille pour le journal local, je voudrais interviewer... » Parvanel a regardé Ove choqué. « Comment ça, un héros ?»« Raconte un tas d'enneries, » a protesté Ove. « Il a sauvé la vie d'un homme qui était tombé sur les rails, » s'est écrié la porte. « Vous êtes sûr que vous avez trouvé le bon Ove » a demandé Parvanel. Ove s'est vexé. « Je vois, alors c'est ça. C'est impensable que je sois un héros, » a-t-il rouspété. Parvanel a regardé en plissant les yeux, d'un air soupçonneux. La petite fille a essayé d'attraper le chat par son moignon de queue en l'appelant Minou, d'un ton surexcité. Le minot, peu affable, s'est abrité derrière les jambes d'Ove. « Qu'est-ce que vous avez fait, Ove » a demandé Parvanel sur le ton de la confidence en s'éloignant de quelques pas du garage. La petite s'est lancée à la poursuite du chat autour des chevilles d'Ove qui, quant à lui, ne savait que faire de ses mains. J'ai ramassé un type de cravate sur les rails. Un type à cravate sur les rails. Il n'y a vraiment pas de quoi faire toute une histoire, a-t-il marmonné. Parvanel essaya de réprimer un rire. Il n'y a pas de quoi rire non plus, a ajouté Ove, morose. Pardon, a fait Parvanel. La porte a crié quelque chose qui ressemblait à « Ouh, vous êtes encore là ?» Non, a rétorqué Ove d'un ton sec. Pourquoi vous vous fâchez a demandé le garage. On va hésiter. Il s'est penché vers Parvanel. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec elle, a-t-il dit, d'un ton que Parvanel aurait presque trouvé implorant si elle n'avait pas su à qui elle avait affaire. Je ne veux pas la laisser toute seule là-dedans avec la Sahab, a-t-il soufflé gravement. Parvanel a hoché la tête pour lui signifier qu'elle saisissait l'ampleur de la situation. Ove a tendu une main fatiguée entre la petite fille et le chat en guise de médiation, avant que la situation ne dégénère autour de ses chevilles. L'enfant semblait vouloir serrer le chat dans ses bras. Celui-ci paraissait prêt à désigner la petite au milieu d'un rang de suspects au poste de police. Ove a attrapé la petite et s'est mise à glousser. « Au fait, qu'est-ce que vous faites là ?» a demandé Ove à Parvanel en lui tendant l'enfant riant aux éclats comme si c'était un sac de patates. « Nous allons chercher Patrick et Jimmy à l'hôpital, en bus, » a-t-elle répondu. Elle a vu Ove contracter les mâchoires à la mention du mot bus. « Nous, » a commencé Parvanel, perdu dans ses pensées. Elle a regardé le garage puis Ove. « Je n'entends pas ce que vous dites. Parlez plus fort, » a dit la porte. Ove s'est immédiatement écarté de 2 pas. Parvanel soudain sourit avec assurance, comme si elle venait de trouver la solution d'une grille de mots croisés. « Écoutez, Ove, si vous nous emmenez à l'hôpital, je vous aide à vous débarrasser de la journaliste. D'accord ?» Ove a levé les yeux, pas le moins du monde convaincu. Il n'avait en vérité aucune intention de retourner une nouvelle fois à l'hôpital. « Sinon, je vais dire à la journaliste que moi, je peux lui raconter d'autres histoires sur vous. Ove, a-t-elle suggéré en haussant les sourcils. « Des histoires? Quel genre d'histoire ?» a crié la porte, qui a recommencé à tambouriner avec enthousiasme. Ove a regardé le box, découragé. « C'est du chantage, » a-t-il dit à Parvanel. Celle-ci a acquiescé gaiement. « Ove, tapez le clown » a fait la petite en hochant la tête d'un air bien informé, croyant manifestement devoir expliquer au chat qui n'avait pas été de la partie la version d'Ove pour l'hôpital. Le félin ne semblait pas comprendre ce que cela signifiait, mais si le clown avait été au moins aussi énervant que la petite, il ne pouvait pas reprocher à Ove de l'avoir frappé. « Je ne céderai pas à ce chantage, » a dit fermement Ove en brandissant l'index vers Parvanel pour clore la discussion. Voici pourquoi Ove attend maintenant devant l'hôpital. Le chat considère de toute évidence comme une infâme trahison le fait qu'Ove l'ait obligé à rester à l'arrière avec la petite pendant tout le trajet. Ove ajuste le papier journal sur les sièges. Il se sent floué. Quand sa voisine avait promis de le débarrasser de la journaliste, il ne s'était pas vraiment demandé comment il s'y prendrait. Certes, il ne s'attendait pas à ce que Parvanel la fasse disparaître dans un nuage de fumée ou l'abatte à coups de pelle et l'enterre dans un désert ou autre méthode radicale. Mais Parvanel a simplement ouvert le garage et donné sa carte de visite à la journaliste en disant « Appelez-moi pour qu'on parle d'Ove. » C'est ça, sa façon de se débarrasser de quelqu'un. Ove ne la trouve pas efficace du tout.
Bien sûr, c'est trop tard pour protester. Le voilà devant l'hôpital pour la troisième fois en moins d'une satanée semaine. Du chantage, voilà ce que c'était. Ove doit en plus supporter l'air accusateur du chat. Quelque chose dans l'attitude de l'animal lui rappelle la façon qu'avait Sonia de le regarder. Ils ne vont pas en mener une. Ils disent ça, mais c'est dure plusieurs années, dit Ove à son passager. Peut-être s'adresse-t-il aussi à Sonia, peut-être à lui-même, il ne sait pas. Arrête au moins de te plaindre. Sans moi, tu serais obligé de vivre avec cette gosse et tu y aurais laissé le morceau de queue qui te reste. N'oublie pas ça, maugrit-il à l'intention du félin pour changer de sujet. Le chat roule sur le flanc, s'écartant d'Ove et s'endort en guise de protestation. Ove jette de nouveau un coup d'œil par la fenêtre. Il a bien compris que la petite n'est pas allergique. Parvanel lui a menti pour l'obliger à s'occuper de cette sale bestiole. Il n'est pas sénile, bon sang! Chapitre 23. La vie, selon Ove, lorsqu'un corps n'arriva jamais. Chaque homme a besoin de savoir pourquoi il se bat, dit-on. Du moins, c'est ce que Sonia avait lu un jour à voix haute dans un de ses livres. Ove ne savait plus lequel. Sa femme était constamment entourée d'une véritable bibliothèque ambulante. Pendant leurs vacances, elle avait acheté toute une valise alors qu'elle ne parlait pas l'espagnol. J'apprendrai en lisant, avait-elle expliqué simplement, comme si ça fonctionnait de cette façon. Ove avait déclaré qu'il préférait raisonner par lui-même plutôt que lire ce que pensait tout un tas d'incapables. Sonia avait souri en lui tapotant la joue. Ove n'avait pas d'argument contre ça. Il avait porté la valise pleine à craquer jusqu'au corps. En passant, il avait remarqué que le chauffeur empestait le vin, mais il s'était dit que c'était l'usage dans ce pays et que ça ne le regardait pas. Il était resté assis près de Sonia, qui guidait sa main sur son ventre, et il avait senti l'enfant bouger pour la première fois et la dernière fois. Puis il s'était levé pour aller aux toilettes. Et quand il arriva au milieu de l'allée, le corps tangua et percuta la glissière centrale de l'autoroute. Il y eut une seconde de silence. Le temps lui-même semblait prendre une grande inspiration. Elle fut immédiatement suivie d'une explosion d'éclats de verre, du froissement impitoyable de la tôle, du fracas des voitures qui emboutirent l'arrière du corps. Et les cris. Il ne les oubliera jamais. Ove se souvint seulement qu'il atterrit à plat ventre. Il regarda tout autour de lui, affolé, fouillant des yeux l'amas de corps. Mais Sonia avait disparu. Il se jeta en avant, se blessant avec le verre qui pleuvait, mais il avait l'impression qu'un fauve enragé le tirait en arrière, que le diable en personne avait saisi à la nuque et le plaquait au sol, ajoutant l'humiliation à la panique. Le sentiment le poursuivait chaque nuit, aussi longtemps qu'il vivrait. L'impuissance totale. La première semaine, il passa chaque instant à son chevet, jusqu'à ce que les infirmières l'obligent de main ferme à aller prendre une douche et enfiler des vêtements propres. Tous le regardaient d'un air de compassion et de profond regret. Un médecin vint dire à Ove d'une voix indifférente, clinique, qu'il devait se préparer à l'éventualité qu'elle ne se réveille pas. Ove jeta le médecin dehors, sans avoir préalablement ouvert la porte. Elle n'est pas morte. Arrêtez de tous parler comme si elle était morte. Roula Ove dans le couloir. Plus personne ne s'y risqua. Le 10e jour, tandis que la pluie tapait sur les carreaux et que la radio parlait de la pire tempête depuis plusieurs décennies, Sonia rouvrit les yeux, une mince fente torturée. Découvrant Ove, elle glissa sa main dans la sienne en recroquevillant le doigt dans sa paume. Puis elle s'assoupit et dormit toute la nuit. Quand elle se réveilla, les infirmières offrirent de tout expliquer, mais Ove répondit d'un ton résolu que c'était à lui de le faire. Il parlait avec sang-froid, en serrant les mains de sa femme dans les siennes, comme si elle était très, très froide. Il raconta comment le chauffeur empestait le vin, comment le corps avait vacillé vers la glissière et la collision, l'odeur de caoutchouc brûlé, l'impact assourdissant. Et l'enfant qui ne viendrait jamais au monde. Elle pleura. Des pleurs inconsolables, une plainte immémoriale, entrecoupée de cris qui les déchiraient jusqu'au plus profond de leur tête. Le temps, la peine et la colère se fondirent en d'interminables ténèbres. Ove sut alors qu'il ne pourrait jamais se pardonner de ne pas être resté près d'elle et de n'avoir pas pu les protéger. Il sut que cette peine durerait éternellement. Néanmoins, Sonia n'aurait pas été Sonia si elle avait laissé les ténèbres l'emporter. Un matin, Ove ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis l'accident.
Elle demanda simplement à commencer la rééducation. Quand Ove la regarda comme si c'était sa propre colonne vertébrale, qui poussait des gémissements d'animal blessé à chaque mouvement qu'elle faisait, elle posa doucement la tête contre sa poitrine et souffla. Nous pouvons nous employer à vivre ou nous employer à mourir, Ove. Nous devons aller de l'avant. Et ils s'appliquèrent. Au cours des mois suivants, Ove rencontra un nombre incalculable d'hommes en chemise blanche. Assis à des bureaux en bas clair dans les locaux de différentes autorités, ils avaient visiblement le temps d'expliquer à Ove quel papier remplir, dans quel but, mais pas celui de discuter les mesures à prendre pour que Sonia aille mieux. Une femme d'un service quelconque vint les trouver à l'hôpital et expliqua avec animation que Sonia pouvait obtenir une place dans un foyer pour personne dans une situation similaire. Elle déclara qu'il était parfaitement compréhensible que les difficultés du quotidien puissent devenir trop pesantes pour Ove. En passant, quand je fais ça, c'est que c'est écrit entre parenthèses. Elle ne le dit pas directement, mais c'était clair comme de l'eau de roche qu'elle le pensait. Elle n'imaginait pas un instant qu'Ove pouvait envisager de rester aux côtés de sa femme. Dans les circonstances actuelles, dit-elle, tout au long de la discussion avec des signes de tête furtifs en direction du lit. De la même façon que si Sonia n'était pas là. Cette fois, Ove ouvrit d'abord la porte avant de mettre l'assistante sociale dehors. Le seul foyer où nous irons est le nôtre, celui où nous vivons, rugit-il dans le couloir. De frustration et de colère, il lança une des chaussures de Sonia après la femme. Il dut ensuite demander aux infirmières que le projectile avait manqué de peu si elle avait vu où était passée la chaussure, ce qui naturellement le mit encore plus en colère. À cet instant, il entendit Sonia rire pour la première fois depuis l'accident, de rire qui fusait sans qu'elle puisse le réprimer, terrassée qu'elle était par sa propre voix. Elle rit tant et tant que les notes ricochèrent sur les murs et le sol, abolissant les lois du temps et de l'espace. Ove eut le sentiment de redresser lentement les épaules et d'émerger des ruines après un tremblement de terre. Son cœur avait de nouveau assez de place pour battre. Il retourna dans leur pavillon et il aménagea toute la cuisine, arrachant le vieil évier pour en installer un nouveau, moins haut. Il réussit même à trouver un four adapté. Il modifia les montants des portes et plaça des rampes d'accès devant chaque pièce. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, Sonia retourna à sa formation. Elle passa ses examens au printemps. Une annonce parut dans le journal à propos d'un poste dans l'école à la pire réputation de toute la ville pour une classe à laquelle aucun diplômé sain d'esprit n'enseignerait de son plein gré. C'était avant que l'on découvre les troubles de l'apprentissage. Ces garçons et ces filles sont des cas désespérés, annonça pendant l'entretien le directeur en personne épuisé. Ce n'est plus une classe, c'est une garderie. Sonia comprenait peut-être ce que cela faisait d'être décrit en ces termes. Elle fut la seule à présenter sa candidature et réussit à faire lire Shakespeare aux adolescents placés sous sa charge. Ove, quant à lui, éprouvait tant de rage que certains soirs, Sonia lui demandait de sortir avant qu'il ne se mette à casser les meubles. Elle souffrait infiniment de voir ses épaules ployées sous des envies destructrices. Envie de détruire le chauffeur du corps, l'agence de voyage, la glissière de l'autoroute, le producteur de vin, tout et tous. Frapper encore et encore, jusqu'à annihilation complète du moindre de ces salauds. Voilà ce qu'il voulait. Il déversait sa colère dans la remise et dans le garage. Il la répandit derrière lui lors de ses tournées d'inspection, mais ça ne suffisait pas. Finalement, il se mit à remplir des lettres. Il écrivait au gouvernement espagnol, aux Suédois, à la police, aux tribunaux, mais personne n'endossa la responsabilité. Personne ne s'intéressait à leur situation. Leur réponse ne faisait qu'en référer à différentes lois et d'autres autorités. Ils rejetaient tous la faute sur d'autres. Quand la commune refusa d'emménager l'escalier de l'école où travaillait Sonia, Ove envoya des lettres et fit appel pendant des mois. Il écrivit des tribunes dans le journal local. Il essaya de la poursuivre en justice. Il inonda littéralement de la rage d'un père qui a perdu son enfant. Mais partout, il fut tôt ou tard arrêté dans sa campagne vengeresse par des hommes en chemise blanche, à l'expression froide et hautaine. Il ne pouvait pas lutter contre eux. Ils n'avaient pas seulement la loi de leur côté, ils étaient la loi. L'ultime recours fut rejeté. La lutte était finie simplement parce que les chemises blanches avaient décidé ainsi. Ove ne leur pardonna jamais. Sonia voyait les démarches d'Ove. Elle comprenait ce qui le blessait, alors elle le laissa se battre. Elle le laissa être en colère. Elle le laissa déverser sa rage à tous les vents et à toutes les directions.
enfin en main un de ces soirs qui contenait la douce promesse de l'été, et elle s'approcha de lui, son fauteuil roulant laissant d'infimes traces sur le parquet. Ove était en train d'écrire des lettres à la table de la cuisine. Elle prit son stylo, glissa la main dans la sienne et recroquevilla le doigt dans sa paume rugueuse et appuya tendrement le front contre sa poitrine. Ça suffit, Ove. Plus de lettres. La vie ne peut pas reprendre son cours dans cette maison à cause de toutes ces lettres. Elle leva les yeux vers lui, effleura sa joue avec douceur et sourit. Ça suffit maintenant, mon cher Ove. Il s'inclina. Le lendemain, Ove se leva à l'aube et alla installer lui-même devant l'école la rampe d'accès pour fauteuil roulant que la commune refusait de construire. Après cela, autant qu'Ove se souvienne, elle lui parla chaque soir de ses garçons et de ses filles, les yeux brillants. Ils arrivaient avec une escorte policière et repartaient en citant de la poésie vieille de 4 siècles. Ils la firent pleurer, rire, chanter au point que le pavillon retentissait d'écho. Ove ne comprit jamais ces petits vauriens dyslexiques. Il le reconnaissait. Ça ne l'empêchait pourtant pas de les apprécier pour le seul bien qu'il faisait à Sonia. Chaque personne a besoin de savoir pourquoi elle se bat, dit-on. Sonia se battait pour ce qui était bien, pour les enfants qu'elle n'avait jamais eus. Ove se battit pour elle. C'est la seule chose qu'il savait faire. Chapitre 24. Ove est une maudite gamine qui dessine à la craie grasse. La Sahab est tellement chargée quand ils repartent de l'hôpital qu'Ove regarde sans arrêt la jauge à essence, comme s'il avait peur qu'elle entame une petite gigue moqueuse. Dans le rétroviseur, il voit Parvanet donner du papier et des craies grasses à sa fille, sans se soucier du propriétaire du véhicule. « Elle doit vraiment faire ça dans ma voiture ?» demanda Ove. « Vous préférez qu'elle essaie d'arracher le rembourrage des sièges ?» rétorque Parvanet sans se départir de son calme. Ove ne répond pas. Il surveille seulement dans le rétroviseur la petite qui agite une craie violette. Vers le chat, sur les genoux de sa mère, en hurlant « Dessine !» Le félin observe la gamine avec prudence, l'air peu enclin à dévoiler ses talents d'artiste. À côté d'elle, Patrick se contorsionne pour trouver une position confortable, sa jambe plâtrée reposant sur un accoudoir entre les sièges avant. La tâche est d'autant moins aisée qu'il a peur de faire glisser les journaux étalés sur la banquette arrière et sous son tibia. La petite fille fait tomber une craie grasse qui roule sous le siège passager occupé par Jimmy. Dans une acrobatie presque olympique vu sa corpulence, Jimmy ramasse la craie sur le tapis à ses pieds. Il évalue quelques instants, sourit et se tourne vers la jambe plâtrée de Patrick, où il entreprend de dessiner un grand bonhomme à l'air jovial. La petite hurle de rire. « Toi aussi, tu fais des saletés ?» demande Ove. « Joli, non ?» dit Jimmy avec un sourire, en levant la main pour taper celle d'Ove. Le regard que lui lance son voisin le coupe dans son élan. « Sorry, mec, j'ai pas pu m'en empêcher. » dit Jimmy en regardant la craie à Parvanet, en rendant la craie à Parvanet légèrement embarrassé. Sa poche teinte brièvement. Il en extirpe un téléphone mobile de la taille de sa paume et se met à pianoter frénétiquement sur l'écran. « À qui est le chat ?» demande Patrick. « Le minou à Ove !» répond la petite avec assurance. « Ce n'est pas mon chat !» corrige immédiatement Ove. Parvanet lui adresse un sourire exaspérant dans le rétroviseur. « Si, c'est votre chat !» dit-elle. « Il n'est pas à moi !» répète Ove. Elle rit. Patrick affiche un air interrogateur. Elle lui donne une tape encourageante sur le genou. N'écoute pas ce que raconte Ove. Bien sûr que c'est son chat. C'est un satané vagabond. Voilà ce que c'est, proteste Ove. L'animal dresse l'oreille pour identifier la cause de ce tapage, mais semble décider qu'au fond, il n'est absolument pas intéressé et se recouche confortablement sur les genoux de Parvanet, ou plus précisément contre son ventre rebondi. Vous ne pouvez pas le placer, suggère Patrick en considérant l'animal sur les genoux de sa femme. Le chat lève légèrement la tête et feule brièvement en guise de réponse. « Comment ça, le placer ?» demande Ove d'un ton sec. « Bien oui, dans un foyer pour animaux ou quelque chose. » Avant qu'il puisse finir sa phrase, Ove tonne. « Personne ne mettra personne dans un maudit foyer. »
Cela clôt le sujet. Patrick essaie de ne pas paraître trop effaré. Parvanel essaie de se retenir de rire. Aucun n'y parvient tout à fait. On peut s'arrêter quelque part pour casser la croûte. Je crève de faim, lance Jimmy, qui change de position sur son siège, faisant vaciller toute la sahab. Ove considère le groupe dans l'habitacle comme s'il avait été enlevé et téléporté dans un univers parallèle. Un bref instant, il envisage de lancer la voiture dans le fossé, mais se dit tout de suite que si les choses tournent mal, il aura ses passagers pour compagnie dans l'au-delà. À cette pensée, il ralentit l'allure et laisse une distance de sécurité correcte avec la voiture qui les précède. Pipi! Crie la petite. Est-ce qu'on peut s'arrêter, Ove? Nassanine a envie de faire pipi. Il le parvenait comme le font les gens qui croient que la banquette arrière d'une Sahab est à 200 mètres du siège du conducteur. Oui, on pourrait peut-être grignoter quelque chose pendant qu'on y est, renchérit Jimmy, avec un signe de tête plein d'espoir. Oui, faisons ça. Moi aussi j'ai envie de faire pipi, ajoute Parvanet. Il y a des toilettes au McDo, l'informe Jimmy. Va pour un McDonald's. Arrêtez-vous là, approuve Parvanet. Non, on ne s'arrête pas, dit Ove d'un ton résolu. Parvanel dévisage dans le rétroviseur. Ove lui renvoie un regard sombre. 10 minutes plus tard, il attend le reste du groupe dans la Sahab, devant le McDonald's. Même le chat les a suivis. Ce traître. Parvanel réapparaît et toque à la fenêtre du conducteur. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Demande-t-elle d'une voix douce. Ove hoche la tête. Elle prend un air résigné. Il remonte la vitre et elle contourne la voiture pour s'asseoir d'un bond sur le siège passager. Merci d'avoir attendu, dit-elle avec un sourire. Oui, oui, fait Ove. Elle mange des frites. Ove étale du papier journal au pied de Parvanet qui se met à rire. Il ne voit pas ce qu'il y a de drôle. J'ai besoin de votre aide, Ove, lance-t-elle soudain. Ove n'est pas très enthousiasmé. Je, je me disais que vous pourriez m'aider à passer le permis de conduire, poursuit-elle. Qu'est-ce que vous racontez? Demande Ove, certain d'avoir mal compris. Elle hausse les épaules. Patrick doit garder son plan de plusieurs mois. J'ai besoin du permis pour transporter les filles. Je sais que vous pourriez m'apprendre à conduire. Ove est tellement surpris qu'il oublie d'être irrité. Vous n'avez pas le permis? Non. C'était pas une plaisanterie? Non. On vous l'a retiré? Non. Je l'ai jamais eu. Le cerveau d'Ove met un long moment à assimiler cette information si invraisemblable. C'est quoi votre métier? Demande-t-il. Qu'est-ce que ça a à voir avec le permis? Rétorque-t-elle. Eh bien, tout. Je suis agent immobilier. Offre un signe attendu. Et vous n'avez pas le permis? Non. Off secoue la tête d'un air sévère, pensant sans doute que c'est le comble de l'irresponsabilité. Parvanet affiche de nouveau son petit sourire exaspérant. Froisse son cornet de frites vide et ouvre la portière. Essayez de voir les choses sous cet angle, Ove. Est-ce que vous voulez vraiment que quelqu'un d'autre me donne des cours de conduite dans le lotissement? Elle descend de la voiture et s'éloigne vers la poubelle. Ove ne répond pas. Il frissonne rien qu'à cette idée. Jimmy passe la tête par la portière, ouverte. Je peux manger dans la voiture? Demande-t-il, un morceau de poulet au coin de la bouche. Ove veut d'abord refuser avant de se dire qu'ils vont être coincés ici pendant des lustres s'il dit non. À la place, il étale quelques couches de papier journal sur le siège passager et sur le sol, comme s'il voulait repeindre la salle de séjour. Assis-toi maintenant qu'on puisse enfin rentrer, soupire-t-il avec un signe à Jimmy. Le jeune homme acquiesce joyeusement. Son téléphone retentit. Et arrange-toi pour que cette chose arrête de sonner. On n'est pas dans un casino, ordonne Ove en mettant la voiture en mouvement. Sorry, mec, c'est le boulot qui m'envoie sans arrêt des messages, dit Jimmy en tenant son repas d'une main et en extrayant le téléphone de sa poche de l'autre. Donc au moins tu as un boulot, fait Ove. Jimmy hoche la tête avec enthousiasme. Je suis développeur d'appli pour iPhone. Ove ne cherche pas à en savoir plus. Les occupants de la voiture sont relativement calmes pendant les 10 minutes que dure le trajet jusqu'au garage d'Ove. Celui-ci s'arrête à la hauteur de la remise à vélo, passe au point mort et lance un regard éloquent aux passagers. Oui, oui, ne vous en faites pas, Ove. Patrick s'en sortira parfaitement avec ses béquilles, dit Parvanet d'un ton nettement ironique. Ove tend le bras par la fenêtre pour montrer le panneau à présent un peu de guingois. La circulation en voiture est interdite dans le lotissement.
Ça ira, Ove. Merci de nous avoir ramenés, intervient Patrick, ravi de pouvoir jouer les médiateurs. Il se lève de la banquette arrière avec la force contorsion, embarrassé par sa jambe plâtrée, tandis que Jimmy s'extirpe du siège passager, le t-shirt couvert de graisse de hamburger. Parvanet soulève sa fille, toujours dans son siège pour enfants, et pose l'ensemble sur le sol. La petite agite quelque chose en criant des mots décousus. Parvanet hoche la tête d'un air entendu et se penche par la portière avant pour tendre un papier à Ove. Qu'est-ce que c'est? Demande Ove sans un geste. C'est un dessin de Nassanine. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Il t'a dessiné, répond Parvanet, en lui fourrant le papier dans les mains. Ove regarde le dessin à contre-cœur. La feuille est couverte de lignes et de gribouillis. Là, c'est Jimmy. Là, c'est le chat. Et là, c'est Patrick et moi. Et là, c'est vous, explique Parvanet. En prononçant ces derniers mots, elle pointe le doigt sur un personnage au milieu du dessin. Tout le reste est en noir, mais le bonhomme au centre ressemble littéralement à un feu d'artifice. Du jaune et du rouge, du bleu et du vert, de l'orange et du violet, le tout mélangé. Vous êtes la personne la plus drôle qu'elle connaisse. C'est pour ça qu'elle vous dessine toujours en couleur, l'informe Parvanet. Elle s'éloigne après avoir refermé la portière. Quelques secondes s'écoulent avant qu'Ove ait l'idée de demander comment ça, toujours? Pourquoi vous dites qu'elle me dessine toujours en couleur? Mais le petit groupe s'éloigne déjà en direction des maisons. Un peu offensé, Ove ajuste le journal sur le siège passager. Le chat vient s'installer confortablement à l'avant. Ove manœuvre la Sahab en marche arrière et ferme la porte du garage. Il passe au point mort sans couper le moteur et sans les gaz d'échappement remplir lentement le local. Il observe d'un air songeur le tuyau de plastique accroché au mur. Dans plusieurs minutes, on n'entend que la respiration du félin et la toux régulière du moteur. Ce serait facile de rester ici et d'attendre que l'inévitable se produise. Ce serait logique. Il attend cela depuis si longtemps, le bout du voyage. Elle lui manque tellement que parfois il supporte à peine d'être dans son propre corps. Ce serait rationnel, rester là jusqu'à ce que le gaz d'échappement les plonge dans le sommeil, lui et le chat, et les emmenant vers leur fin. Ok, carrément kamikaze, il veut tuer le chat avec. Il baisse les yeux vers l'animal, puis il coupe le moteur. Le lendemain matin, ils se lèvent à 6h moins quart, boivent leur café et mangent leur thon. Quand ils ont fini leur journée d'inspection, Ove déblaye soigneusement la neige devant sa maison. Sa tâche accomplie, il s'appuie sur la pelle, près de la remise, et observe le reste du lotissement. Puis il traverse la rue et commence à déblayer devant les autres pavillons. Dernier chapitre de la vidéo, de la 5e partie. Chapitre 25, Ove et un morceau de tôle ondulée. Probablement des tuiles de toit, I guess. Ove attend la fin du petit déjeuner quand son hôte demande à sortir pour faire ses besoins. Tout en haut du placard de la salle de bain, Ove prend un flacon en plastique qu'il soupèse comme s'il s'apprêtait à le lancer. Il le fait rebondir comme si cela lui permettrait de juger de la qualité des comprimés à l'intérieur. Vers la fin, les médecins avaient prescrit à Sonia tellement d'analgésiques que la salle de bain ressemble à un entrepôt de mafieux colombiens. Ove n'aime pas les médicaments, évidemment. Il ne leur fait pas confiance. Il a toujours eu le sentiment que leur seul effet est psychique et qu'ils ne peuvent donc fonctionner que chez les faibles d'esprit. Mais il a compris que la voie chimique n'est pas une façon inhabituelle de mettre fin à ses jours. Et il y a plus qu'assez de médicaments dans cette maison, comme chez tous les malades du cancer. Cela ne le frappe que maintenant. Il entend un bruit à la porte d'entrée. Le chat est déjà de retour et miaule de l'autre côté du panneau. Quand personne ne vint lui ouvrir, le félin commence à gratter le seuil en émettant des plaintes dignes d'un animal pris dans un piège à loup. À croire qu'il pressente quelque chose. Ove sait qu'il va le décevoir, mais n'attend pas que l'animal comprenne son geste. Il se demande quel effet une overdose de calmant peut bien faire. Il n'a jamais absorbé de narcotique. C'est tout juste s'il a déjà été éméché. Il n'a jamais aimé perdre le contrôle. Il a constaté au fil du temps que les gens normaux recherchent cette sensation, mais selon Ove, seuls les crétins finis y voient une expérience incontournable. Il se demande s'il aura la nausée, s'il sentira ses organes s'arrêter,
ou s'il va tout simplement s'endormir pendant que son corps cessera toute activité. Le chat hurle à présent dans la neige. Ove ferme les yeux et pense à sa femme. Ce n'est pas qu'il soit du genre à abandonner et se laisser mourir. Il ne veut pas qu'elle croie ça. Mais tout ça, c'est la faute de Sonia. Elle s'est mariée avec lui. Maintenant, il ne sait pas comment continuer à vivre quand il s'endort sans sentir le bout de son nez dans le creux de son cou. C'est tout. Il dévisse le couvercle du flacon, verse les comprimés dans le creux de sa main et les observe comme s'il s'attendait à ce qu'elle se transforme en minuscule robot tueur. Ce qu'ils ne font évidemment pas. Ove n'est pas impressionné par ce qu'il voit. Il a du mal à assimiler l'idée que ces petites pastilles blanches puissent lui nuire, quel que soit leur nombre. Dehors, les bruits laissent penser que le félin crache de la neige sur la porte. Mais il est soudain interrompu par un son complètement différent. Des jappements. Ove lève la tête. Après une seconde de silence, il entend le hurlement de douleur du chat. De nouveaux aboiements. Et les cris de la bécasse blonde. Mais longtemps que je l'ai pas vu, cette connasse. Ove serre le poing. Il ferme les yeux comme s'il pouvait occulter les bruits. Ça ne fonctionne pas. Finalement, il se redresse avec un soupir, remet les comprimés dans le flacon et descend l'escalier en traversant la salle de séjour. Il pose... Merde. Remet les comprimés dans le flacon et redescend l'escalier. En traversant la salle de séjour, il pose les médicaments sur l'appui de la fenêtre. À travers la vitre, il voit sa voisine, dans les rues, entre les maisons, prendre son élan et se précipiter vers le félin. Ove ouvre la porte à l'instant où elle lance de toutes ses forces un coup de pied vers la tête du petit animal. Celui-ci est juste assez rapide pour éviter au dernier moment le talon acéré. Il recule ensuite vers la remise. La serpillière sur pattes émet des grognements si hystériques que la bave jaillit de sa gueule, tel un animal enragé. Le requin a de la fourrure entre les mâchoires. Ove se rend compte qu'il n'a encore jamais vu sa voisine sans ses lunettes de soleil. Ses yeux verts brillent de malveillance. Elle prend de nouveau son élan pour frapper, mais s'immobilise en plein mouvement quand elle aperçoit Ove. Sa bouche frémit de colère. Attention au langage vulgaire. Je l'aurais, cet enculé, siffle-t-elle en désignant le chat. Ove secoue lentement la tête, sans la quitter des yeux. Elle déglutit. Sur le visage d'Ove, quelque chose commence à faire fondre son assurance meurtrière. C'est un foutu chat de gouttière et il va crever. Il a griffé Prince, bredouille-t-elle. Ove garde silence, mais son expression s'assombrit. Même la serpillière se décide finalement à reculer. Viens, Prince, dit la jeune femme en tirant sur la laisse. Le chien se détourne immédiatement. La bécasse lance un dernier regard en coin à Ove et disparaît à l'angle comme si Ove l'avait poussé dans le dos par la seule force de sa pensée. Ove inspire profondément et serre le poing sur sa poitrine, où son cœur cogne de façon désordonnée. Il pousse une brève plainte, puis se tourne vers le chat qui lève les yeux vers lui. Il a des blessures fraîches sur le flanc, et sa fourrure est de nouveau tachée de sang. 9 vies ne vont foutrement pas te suffire, hein? Dit Ove. Le chat se lèche la patte, avec l'expression de celui qui ne trouve pas très important de tenir ses comptes. Ove hoche la tête et fait un pas de côté. Allez, entre. Le félin franchit le seuil et Ove ferme la porte. Il se plante au milieu de la salle de séjour où Sonia le regarde depuis chaque mur. Il remarque pour la première fois qu'il a accroché tellement de photos qu'elle peut l'observer partout dans la maison. Elle est sur la table de la cuisine, dans le couloir, ainsi qu'à mi-hauteur de l'escalier. Elle est sur l'appui de la fenêtre du salon, où le chat vient de la rejoindre d'un bond. Assis juste à côté d'elle, l'animal lance à Ove un regard grincheux et d'un coup de patte, pousse le flacon de comprimé qui atterrit par terre avec fracas. Ove ramasse les médicaments. Le chat le regarde comme s'il s'apprêtait à tonner. J'accuse. Ove donne un petit coup de pied dans la plainte et va ranger le flacon dans un placard de la cuisine. Puis il se fait un café et verse un bol d'eau à son hôte. Ils boivent en silence. Tu es vraiment un cabochard de chat, dit finalement Ove. Celui-ci ne répond pas. Ove ramasse le bol vide qu'il pose dans l'évier à côté de sa tasse. Il réfléchit un bon moment, les mains dans les poches, puis se dirige vers le couloir. Suis-moi, ordonne-t-il au chat sans le regarder. On va donner une bonne leçon à ce sale cabot.
Ove enfile le manteau d'hiver bleu et ses sabots et cède le passage à l'animal. Il regarde la photo de Sonia et lui adresse un rire. Il n'est pas pressé de mourir au point de ne pas pouvoir attendre 1 heure de plus. Ove attend quelques minutes que la porte s'ouvre. Il entend un long frottement sur le sol, pouvant laisser croire qu'un spectre traîne ses chaînes dans la maison. Puis le battant s'ouvre et Rune pose un regard vide sur Ove et son compagnon à 4 pattes. Est-ce que par hasard tu aurais vu de la tôle ondulée? Demande Ove sans préambule. Rune l'observe quelques secondes d'un air concentré, son cerveau luttant apparemment contre des forces inconnues. De la tôle? Répète-t-il, goûtant le mot comme s'il venait de se réveiller, et s'efforçait de se souvenir de son rêve. De la tôle, oui, dit Ove, en hochant la tête. Rune semble regarder à travers Ove. Ses yeux ont un éclat vitreux. Il a maigri, son dos s'est voûté, sa barbe grise vire presque au blanc. Autrefois, il était un homme robuste dont l'apparence imposait le respect, mais à présent ses vêtements pendent sur ses épaules comme des chiffons. Il a vieilli. Il est devenu très très vieux, observe Ove. Cette constatation l'ébranle avec beaucoup plus de force qu'elle ne s'y attendait. Le regard de Rune chancelle un moment, le coin de ses lèvres tressaille. Ove? S'écrie-t-il. Ah ben, ça ne risque pas d'être le pape. Ça ne risque pas d'être le pape, rétorque Ove. Le visage flasque de Rune s'étire soudain en un sourire mal réveillé. Les deux hommes, qui furent à une époque aussi proches que peuvent l'être des hommes de leur tempérament, se regardent fixement. L'un se refuse à oublier le passé, et l'autre ne peut pas lutter contre l'oubli. Tu as vieilli, dit Ove. Rune sourit. La voix inquiète d'Anita se fait entendre, et quelques instants plus tard, elle arrive dans l'entrée, à petits pas nerveux. Il y a quelqu'un à la porte, Rune? Qu'est-ce que tu fais là? Appelle-t-elle d'une voix terrifiée avant de découvrir son voisin. Oh, bonjour, Ove, dit-elle en s'immobilisant. Ove reste planté là, les mains dans les poches. À côté de lui, le chat donne l'impression qu'il aurait fait de même s'il avait eu des poches. Ou des mains. Anita est petite et grise, vêtue d'un pantalon gris et d'un gilet en tricot gris avec les cheveux gris et la peau grise. Ove remarque cependant ses yeux un peu rouges et gonflés, tandis qu'elle les essuie et bat des paupières pour effacer la douleur. Et la manière des femmes de cette génération dressées chaque matin sur le seuil, interdisent à coups de balai le passage au chagrin. Elle prend tendrement Rune par les épaules et le guide vers son fauteuil, près de la fenêtre de la salle de séjour. Bonjour, Ove, répète-t-elle d'une voix chaleureuse, mais surprise quand elle reparaît à la porte. Que puis-je faire pour vous? Vous avez de la tôle ondulée? Elle a des visages d'un air confus. De la tôle modelée, murmure-t-elle, comme si c'était un genre de tôle que l'on pouvait malaxer à la manière d'un plâtre, d'une pâte. Ove pousse un profond soupir. Mais non, bon sang, de la tôle ondulée. Anita n'en paraît pas moins confuse. J'en ai, moi? Rune en a sûrement dans l'armée, dit Ove en tendant la main. Anita acquiesce. Elle décroche du mur une clé qu'elle dépose sur la paume d'Ove. De la tôle? Ondulée, répète-t-elle. Oui, fait Ove. Mais nos toits ne sont pas en tôle. Quel rapport avec la question? Anita hoche et secoue la tête, tout à la fois. Non, non, évidemment, ça n'a pas forcément de rapport. On a toujours de la tôle, dit Ove sur le ton de l'évidence. Anita opine du chef avec l'expression des gens confrontés au fait indiscutable que n'importe quelle personne raisonnable a un peu de tôle ondulée dans sa remise pour parer à toute éventualité. Mais toi, tu n'en as pas? Avance-t-elle, sans doute pour entretenir la conversation plus que par intérêt. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Anita hoche la tête, compréhensive, avec l'expression des gens confrontés au fait indiscutable qu'un homme normal, qui n'a pas de toit en tôle, arrive tout de même à utiliser assez de tôle ondulée pour épuiser son stock. Une minute plus tard, Ove émerge triomphalement de la remise, entraînant une plaque de tôle de la taille d'un tapis de salon. Anita n'a aucune idée de la façon dont cette plaque est arrivée là. Je te l'avais bien dit, lance Ove en lui rendant la clé avec une mine satisfaite. Oui, oui, tu avais raison, répond Anita, forcée de le reconnaître. Ove jette un coup d'œil vers la fenêtre. Rune lui tend son regard.
À l'instant précis où Anita se détourne pour rentrer, Rune sourit et lève brièvement la main, comme si pendant une seconde il avait su exactement qui était Ove et ce qu'il faisait là. Ove émet un bruit évoquant un piano qu'on déplace sur un plancher. Anita s'immobilise, hésitante, puis fait face à son voisin. Les gens des services sociaux sont revenus. Ils veulent me prendre Rune, dit-elle sans lever les yeux. Sa voix se déchire comme du papier journal quand elle prononce le nom de son mari. Ove tripote la plaque de tôle. Ils disent que je ne peux pas m'occuper de lui, pas avec la maladie et tout ça. Ils disent qu'il doit aller en foyer, poursuit-elle. Ove continue à caresser la plaque. Il va mourir si je l'envoie dans un foyer. Tu le sais, Ove, souffle-t-elle. Ove hoche la tête et observe un mégot de cigarette pris dans un morceau de glace entre deux dalles. Du coin de l'œil, il note qu'Anita se tient légèrement penchée. Sonia lui avait raconté quelques années plus tôt que c'était à cause de cette opération à la hanche. Les mains d'Anita tremblent aussi, à présent. Premier stade d'une sclérose en plaques, avait expliqué Sonia, et quelques années plus tard, Rune avait développé un Alzheimer. Votre fiston peut vous aider, non? Murmure Ove. Anita lève la tête et sourit avec indulgence. Johan? Non, Johan, c'est le nom de meuf. Johan. Sûrement Johan. Johan? Bah, n'oublie pas qu'il vit en Amérique. Il est suffisamment occupé de son côté. Tu sais comment sont les jeunes. On ne répond pas. Anita dit Amérique avec autant de fierté que si leur égoïste de fils avait migré au paradis. Ove n'a pas vu le garçon une seule fois depuis que Rune est tombé malade. Il est adulte maintenant, mais quand il s'agit de s'occuper de ses parents, il n'a pas le temps. Anita tressaille comme si elle s'était surprise à faire quelque chose de très déplacé. Elle sourit à Ove avec un air d'excuse. Pardon, Ove. Je ne vais pas te retenir plus longtemps avec mes bavardages. Elle s'apprête à refermer la porte, la plaque de tôle en main, le chat à ses côtés. Ove marmonne, peut-être pour lui-même, juste avant qu'elle pousse le battant. Anita interrompt son geste, stupéfaite, et le regarde. Pardon? Ove se balance d'un pied sur l'autre sans croiser ses yeux, puis il se détourne, les mots lui échappant tandis qu'il s'éloigne. J'ai dit que si tu as encore des problèmes avec ces fichus radiateurs, tu peux passer me voir. Le chat et moi, nous sommes à la maison. Le visage ridé d'Anita s'éclaire d'un sourire surpris. Elle fait un petit pas vers lui, semble vouloir ajouter quelque chose. Peut-être veut-elle parler de Sonia, lui dire que sa meilleure amie lui manque terriblement, dire combien elle regrette l'époque où ils partageaient tout, ensemble, quand ils ont emménagé dans ce quartier près de 40 ans plus tôt. Combien elle regrette le temps où Rune et Ove se chamaillaient sans cesse, mais Rune a déjà tourné à l'angle. De retour devant sa maison avec le chat, Ove s'engouffre dans la remise, où il prend la batterie de recharge de la Sahab et deux grandes pinces métalliques. Il pose la plaque sur les dalles, entre le cabanon et le pavillon, et la recouvre soigneusement de neige. Debout à côté de son compagnon, il contemple le résultat un long moment. Un parfait piège à clébord, caché sous la neige, bourré d'électricité, prêt à frapper. La vengeance sera parfaitement proportionnée. La prochaine fois que la bécasse emmènera son fumier de chien pissé sur les plates-bandes d'Ove, le maudit roquet s'avancera sans le savoir sur une plaque de tôle électrifiée. On verra bien s'il trouve toujours ça drôle. Il va avoir une sacrée surprise, explique Ove au chat. Celui-ci penche la tête sur le côté et regarde la plaque de tôle. Il aura l'impression que la foudre remonte dans son canal urinaire, dit Ove. L'animal le dévisage longuement, comme pour demander Tu plaisantes, hein? Ove met les mains dans ses poches et secoue la tête. Na, 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 soupire-t-il finalement. Il se taise. Non, bien sûr que non, ajoute Ove en se grattant le menton. Il rassemble la batterie, les pinces et la tôle qu'il range dans le garage. Ce n'est pas que la bécasse et son sale cabot n'aient pas mérité une bonne décharge, au contraire. Mais il y a quelque temps,
quelqu'un lui a rappelé la différence entre être méchant parce qu'on le doit et être méchant parce qu'on le peut. Mais c'était quand même une rudement bonne idée, lance-t-il au chat quand il rentre. L'animal n'a pas l'air entièrement convaincu. Tu penses sûrement que ça n'aurait pas fonctionné avec l'électricité. Mais si, ça aurait marché, tu peux en être certain. Le félin se dirige vers la salle de séjour avec l'attitude d'une personne qui marmonne. Oui, tout à fait, bien sûr que ça aurait fonctionné. Puis, ils prennent leur déjeuner.